Merci. Magnifique. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis professeur de sciences, comme plusieurs autour de la table ici. Hein. Coïncidence. L'idée ici, enfin, en tout cas, je pense que mes collègues seront d'accord, c'est pas de faire une démonstration Tupperware de ce qui existe dans chacun des univers, mais principalement, c'est de vous montrer les outils qui existent. Et je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'on collabore de toute façon avec notre cible principale que sont les élèves, quoi. Donc ça, c'est super important et c'est pour ça que je suis là. Et le monde Google me parle, donc je suis partenaire chez Google. Ok. Donc, est-ce que l'IA est un duo prometteur pour les enfants 10? Bon, ce sont des chiffres que vous connaissez. Je l'ai trouvé sur le site de la PEDA, donc 85 000 élèves à besoins spécifiques et 60% d'enseignants qui ne savent pas comment faire. Donc, il y a un petit problème. Et je pense en effet que depuis qu'il y a une grosse numérisation dans l'enseignement, donc on a aussi travaillé avec Benoît pour l'ASBL Educit, on a accompagné une centaine d'écoles qui s'équipaient en 1 pour 1. L'avènement du numérique va permettre, je pense, aux enfants à besoins spécifiques de pouvoir évoluer avec leurs problèmes. Et pas seulement d'ailleurs, les enfants à besoins spécifiques. Et l'IA, qui est venue remettre une couche par-dessus tout ça, fait qu'on se pose pas mal de questions. Et quels sont les avantages qu'on peut tirer de ces IA et les points d'attention. Voilà. Donc depuis 2012, chez Google, puisque c'est là le partenaire, ils ont implémenté Chromevox sur les Chromebooks, qui restent des appareils pas très connus, il y en a un petit là. Donc ça, c'était un lecteur d'écran, tout simplement. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais voilà. Et en 2018 déjà, il y avait des commandes vocales, donc on peut commander son Chromebook avec sa voix, simplement. OK. Et puis en 2021, déjà l'IA permet des retranscriptions, maintenant aussi, de vos visios, ou simplement quand vous présentez un Google Slide, vous pouvez sous-titrer vos slides. Donc un prof peut très bien donner cours en classe avec le slide et le... Super, merci. Le slide est traduit. Donc depuis 2021, voilà, je ne sais pas où ça s'était arrêté. Donc les retranscriptions des visioconférences et des Google Slides. Donc quand un prof présente un cours en slide, il peut très bien en live traduire et les sous-titres s'affichent en dessous des slides. Je n'ai rien touché, je vous promets. Hein. Alors je dis rien, mais c'est un Mac ici. Hein. Alors, en 2022, ça c'était vraiment une chouette évolution, c'est le mode lecture. De nouveau, je ne sais pas si vous connaissez les Chromebooks, donc c'est un mode qui permet, quand un élève ou un adulte est sur un site internet, une grosse difficulté, même pour nous tous, hein, quand vous interrogez, pour lire un article de A à Z sur internet, c'est très compliqué, il faut se faire violence. Quand ça ne se déconnecte pas, je toucherai. Hein. Donc, le mode lecture est apparu, ce qui permet aux utilisateurs, c'est bizarre, hein. Ouais, vous avez intérêt à connecter votre machine, mais... Voilà. Donc ce mode lecture, désolé, permet aux élèves ou aux adultes d'avoir un mode très nettoyé des articles en ligne. Donc si on est sur un site où c'est très touffu parce qu'il y a des publicités, des titres dans tous les sens, des images par-ci par-là, le mode lecture va permettre à l'élève d'avoir un texte épuré. Et il y a aussi un lecteur à haute voix, avec des langues très naturelles. Depuis l'avènement de l'IA, évidemment, les lecteurs dans tous les univers ont très fort évolué. Et ce sont des voix très naturelles maintenant. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Alors très récemment, heureusement que je n'avais pas prévu des démonstrations de tous les outils, sinon ça aurait pris 1 heure, et puis mes pauvres collègues n'auraient pas eu de temps. Très récemment, ça veut dire il y a quelques semaines, sur les Chromebooks, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue, c'est la possibilité de commander l'ordinateur grâce à son visage. Okay, alors au début, je me dis, oh là, c'est quand même fort comme truc. Ça, c'est grâce à l'IA, et c'est en fait derrière une machine learning qui va permettre, avec des simples mouvements du visage, de commander déjà sa souris. Et après, on doit entraîner la machine pour dire, pour le clic gauche, je vais faire un clin d'œil gauche. Le clic droit, je fais un clin d'œil droit. Oui, je n'ai pas osé faire... Quand je fais des formations complètes, c'est très drôle parce que les gens se foutent de ma tête, évidemment, quand je montre comment on entraîne la machine. Parce qu'on doit l'entraîner, mais c'est pertinent pour des enfants et des adultes. J'ai eu récemment, dans le Brabant wallon, une formation avec des profs de maths. Et là, il y avait un prof de maths qui a eu un grave accident de ski et qui était presque paraplégique. Il se débrouille avec des outils.
Et puis quand il a vu ça, il a vu l'intérêt qu'il avait pour utiliser ça et pour pouvoir commander son ordinateur alors qu'il a beaucoup de douleur au niveau des mains, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est vraiment de l'IA pur et dur dans le Chromebook, quoi. C'est une espèce de clignotement. Donc quelques exemples, Benoît en a déjà parlé, d'exemples concrets alors avec des IA génératives. Donc là, je parlais plutôt de la machine, le Chromebook et Chrome OS, évidemment. Ici, ben, chez Google, l'IA générative, c'est Gemini, que vous connaissez certainement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comme Benoît l'a dit? Déjà, on peut personnaliser du contenu. Un professeur qui va préparer une séquence de leçons va pouvoir dire « Oui, mais dans ma classe, j'ai un élève dyspraxique, j'ai un élève dyslexique. Propose-moi 2 séquences de leçons, une pour les élèves sans besoins spécifiques et une pour des élèves qui auraient des besoins spécifiques. » Ceci dit, celle pour les besoins spécifiques pourra très bien convenir peut-être aussi pour tout le monde. Mais là, l'IA peut vraiment nous aider. Ça marche assez bien. Ouais. Bah, je sais pas, le problème, c'est qu'il y a vraiment un faux contact, je ne sais pas où. Ouais, on va essayer de continuer comme ça pour ne pas reperdre du temps à changer de machine. On essaiera peut-être avoir 2 intervenants. Ça marche très bien. Donc là, comme nous disait Benoît aussi, la création de résumés de texte, l'adaptation de texte peut vraiment être utile. Et la traduction instantanée qui est vraiment maintenant un outil IA qui est assez performant. OK. Alors, un outil très spécifique de chez Google, c'est NotebookLM. Je ne sais pas si vous connaissez. NotebookLM est une IA conteneurisée, ça veut dire qu'on va lui donner des sources et que l'IA ne va interroger que ces sources-là. Elle ne va pas aller voir sur Internet, donc elle ne va pas halluciner. La source peut être beaucoup de choses, une vidéo, votre cours, un site Internet, d'accord? Et l'IA se contente d'interroger ces sources-là. Derrière NotebookLM, il y a un modèle qui s'appelle LearnLM et qui est spécifique pour l'enseignement. Chez Google, on travaille avec des professionnels de l'enseignement et ils ont mis au point ce modèle-là qui fonctionne très bien. On fait... C'est vraiment pas long. Donc imaginez, vous allez pousser, ce qui revient, voilà, les sources. Il devrait y avoir une vidéo, mais visiblement, il n'y a rien qui va. Donc du PDF, de la vidéo. Et vraiment, l'IA se contente d'interroger ces sources-là. Directement, quand vous poussez vos sources, vous allez avoir un résumé des sources. Vous allez avoir différentes possibilités de lui poser des questions. Par exemple, voilà, vous donnez un cours de sciences à NotebookLM, vous allez dire, bah, fais-moi, par exemple, des exercices sur le chapitre 3. Fais-moi des exercices adaptés pour des enfants avec tel besoin spécifique sur ce tel chapitre. Et ça va vous produire des exercices comme vous l'avez demandé. OK. C'était vraiment, je sais pas, j'espère que vous aurez plus de succès. Voilà. L'avantage aussi, quand on utilise NotebookLM, c'est qu'elle va montrer la source. Ça veut dire, elle va vous dire, voilà ma réponse, et avec des petites cartouches, ça renvoie dans votre source à l'endroit où elle a trouvé l'information pour lui permettre de vous donner la réponse. Donc ça cite vraiment les sources. Hop. Alors, une petite cerise sur les gâteaux qui est vraiment très chouette et qu'on exploite pas mal, et même moi avec toute ma classe. Donc, c'est la possibilité, donc vous donnez votre source, et NotebookLM va être capable de générer un podcast. Donc des personnes qui parlent, qui conversent sur le sujet de votre cours ou de vos sources. OK. J'aurais bien voulu vous le montrer parce que c'est quand même sympa. J'ai fait ça avec des notes. Un jour, un élève vient me trouver, elle avait fait une synthèse. On va en parler après. C'est important, je pense aussi, que les élèves continuent à faire des synthèses manuscrites et ce genre de choses-là parce que l'apprentissage passe aussi par les mains. Elle m'a dit, est-ce que vous ne voulez pas évaluer ma synthèse? Et en fait, je l'ai fait. Et puis je me dis, tiens, je vais la pousser dans NotebookLM, puisque maintenant l'IA est capable de lire les écritures manuscrites. Il faut bien comprendre ça, en fait. Les IA reconnaissent les écritures manuscrites et les transcrivent. Elles sont capables d'écouter et de retranscrire, et après de travailler dessus. Donc, à partir de ça, ça crée... Est-ce qu'il y a du son, suspense? Non, ben, je ne pense pas. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer parce que c'est très naturel. Ce sont 2 personnes qui conversent et on a l'impression qu'on écoute une émission radio. C'était tellement bien fait quand je l'ai essayé que j'ai téléchargé le son, parce qu'on peut le faire, et je l'ai ajouté aux éléments de révision de mes élèves. Et je sais qu'il y a des élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté avant de venir à l'interro,
au bilan, ils ont écouté le petit podcast dans le bus qui durait 10 minutes et qui était un gros résumé de la matière. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant dans notre book LM. Mais tout ça, voilà, nous amène quand même, il y a des défis derrière tout ça. Tout n'est pas rose, je ne suis pas un aficionados de l'IA, j'ai aussi beaucoup de questions, beaucoup de craintes. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, l'humain est capable d'en faire le pire ou le meilleur, évidemment. Donc, à nous de mettre des balises. Mais il faut prendre la chose en main, et surtout avec les étudiants qui, de toute façon, vont le faire. Donc, à nous, à leur apprendre à le faire correctement. Donc, les défis, j'en ai relevé quelques-uns. Donc, développer l'esprit critique, c'est super important. D'accord? Parce qu'une réponse d'IA, ce n'est pas la bonne réponse. Et on a besoin de critiquer cette réponse. Il faut absolument former tous les acteurs, que ce soit les élèves, les enseignants, les équipes de direction, les éducateurs. Tout le monde doit être formé. Maintenant, il faut avancer et voilà, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Il y a un gros boulot de formation et d'accompagnement des équipes. Alors, la résilience cognitive. Je vois mes pauvres collègues qui, chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, disent « mais on n'en peut plus parce que ça change trop vite et nous, on ne suit pas ». C'est vrai, hein, la technologie évolue d'une manière exponentielle et les changements dans les écoles se font assez lentement. Il faut supporter, aider les profs parce que c'est normal qu'il y ait cette résistance quelque part. Et je pense aussi qu'il faut préserver, pardon, je ne sais pas si vous allez le voir, les compétences fondamentales. Ça veut dire qu'il faut absolument que, oui, il y a la technologie, mais on doit garder l'écriture, pour moi, la lecture, le calcul, ce genre de choses-là. On ne peut pas tout déléguer à l'IA sous peine d'avoir un monde qui est régi par l'IA et il n'y a plus d'humain derrière. Donc c'est super important de garder ces compétences. Donc de maintenir un équilibre. On pourra partager le diaporama si vous voulez avec ceux qui seraient intéressés. Maintenir un équilibre entre la technologie et l'humain, c'est super important. D'accord. Voilà. Créer des outils flexibles qui peuvent répondre à tous les besoins. Et ça, ce sera possible, je pense. Voilà. Ouais, un petit peu. Hop, hop. Voilà. Et surtout, et ça j'ai une crainte à ce niveau-là aussi, c'est de pouvoir garantir à tout le monde l'accès à ces technologies-là. Okay, moi, j'avais un grand espoir quand on a commencé le numérique que justement ça allait réduire cette fracture économique, numérique aussi évidemment, mais on sait aussi que de plus en plus des outils d'IA sont payants. Donc est-ce qu'on ne va pas créer un monde à deux vitesses où les meilleurs, enfin en tout cas les plus nantis pourront se payer les belles IA tandis que les autres pas? Je ne sais pas, hein, d'accord. Il faut vraiment lutter contre ça, et en espérant que chacun... Mais j'ai l'impression que ça bouge dans le bon sens dans tous les univers. Donc, que ce soit chez Google, Microsoft ou Apple, on est conscient de cet enjeu-là aussi. Donc, donner l'accès, en tout cas, aux enfants, aux enseignants, à ces technologies, à un moindre coût pour que tout le monde puisse y aller, quoi. Évidemment, je vais vite, hein, désolé, parce qu'on a perdu un petit peu de temps avec les problèmes techniques. Il y a ces problèmes d'éthique aussi qu'on doit absolument avoir en tête. Ouais. L'IA, ce n'est pas anodin, il y a des biais dans l'IA, et il faut apprendre à nos élèves à voir ces biais, à faire avec, et sensibiliser aussi à l'excès de technologie qui n'est pas non plus souhaitable. Il faut trouver vraiment le juste équilibre. Moi, en tant que prof de sciences, je dis souvent à mes élèves, il n'y a rien qui remplacera jamais une vraie expérience de science. Hein, la manipulation, la sortie sur le terrain doit continuer, l'interaction entre humains. Le professeur, je ne pense pas qu'il va être remplacé par une IA un jour. Oui, l'IA va nous aider, mais l'interaction, c'est avec nous que les élèves ont envie de le faire. Hein. Ils n'ont pas toujours envie d'être devant une machine 24 sur 24. Hein. Voilà, ils ont besoin de ce contact, c'est super important. Et, je vais terminer, la collaboration de toutes les grandes sociétés qui travaillent à ça est importante. Il faut que tout le monde travaille dans le même sens pour pouvoir avancer au profit de tout le monde. Ok, voilà ce que j'avais à dire.